Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Ernst Gombrich, l'historien d'art Ernst Gombrich. Ce livre s'appelle La préférence pour le primitif. Qu'est-ce que c'est la préférence pour la primitif? C'est l'histoire d'un goût. Le goût, c'est le fait de préférer quelque chose à quelque chose d'autre. Et là, c'est une préférence pour le primitif, c'est-à-dire pour ce qui est un peu plus archaïque, par opposition à ce qui serait plus élaboré. Mais en fait, Gombrich va donner plusieurs définitions de ce goût, puisque ce goût va évoluer avec le temps. Je vais, dans cette vidéo, surtout vous parler du premier chapitre, parce qu'il m'a particulièrement intéressé. Dans le premier chapitre, donc l'auteur, Ernst Gombrich, va plutôt parler de l'Antiquité grecque et de comment les Grecs antiques vont habiter ce goût-là qui est la préférence pour le primitif. Alors comme vous le savez peut-être, il ne nous reste plus grand-chose de la Grèce. Peu d'œuvres sont parvenues à nous. On ne connaît certaines œuvres que grâce à des descriptions. Et ces descriptions, on ne peut que les imaginer. On ne peut qu'imaginer ces œuvres, on ne les voit pas. Et certaines sont parvenues jusqu'à nous, et la plupart ont été copiées par les Romains. Et du coup, qu'est-ce que fait Gombrich pour nous raconter l'histoire de ce goût en Grèce? Eh bien, il va chercher des textes. Donc, pour les textes, c'est pareil. Peu de textes sont parvenus jusqu'à nous. Et donc, il va passer par la rhétorique. Il va aller chercher dans des textes de philosophes et de rhétoriciens pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'était le goût, comment le goût s'expliquait dans l'Antiquité grecque. C'est ce parallèle, d'ailleurs, entre l'art et la rhétorique que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc, il commence par parler de Platon. Et Platon, ce qu'il met en avant de Platon, c'est que chez Platon, il y a une importance de l'effet moral de l'art. Une importance de l'effet moral de l'art, une préoccupation pour l'effet moral de l'art. C'est-à-dire que regarder une œuvre, ça peut vous rendre bon, ou ça peut vous rendre mauvais. Ensuite, Gombrich nous parle de Aristote. Et Aristote il nous explique qu'Aristote fait une analogie entre l'évolution des arts et un organisme. Ça fonctionne comme quelque chose où il y aurait d'abord une croissance, un apogée, un plateau, puis un déclin. Voilà. Et cette croyance de l'évolution des arts, mais aussi de l'évolution de la civilisation comme un organisme, depuis Aristote, c'est quelque chose qui va un petit peu rester. Donc vous aurez la croissance au début, qui est un peu l'archaïsme, donc le primitif. L'apogée, ça serait un peu le classique, c'est-à-dire les formes justes, la stabilité, les choses comme ça. Et puis le déclin, c'est quand il y a une trop grande virtuosité et que cette trop grande virtuosité amène les artistes à être un peu trop prétentieux, donc à faire des démonstrations de ceci ou de cela, des démonstrations de virtuosité. Mais vous aurez aussi d'autres préoccupations dans la représentation des œuvres, puisqu'ils peuvent tout faire, ils sont trop virtuoses, ils vont aller vers des formes plus spectaculaires, là où les formes antérieures étaient plus calmes. Aristote nous explique aussi que quand on arrive
à la forme classique, le plateau, au point de maturation d'un art, eh bien, cet art, à son point de maturation, acquiert le statut de canon. Un canon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on est arrivé au summum, on sait que c'est un sommet, donc on va essayer de développer des règles pour le recopier, pour le refaire. On va essayer de le refaire. Ça va devenir un modèle, quoi. Un canon, c'est un modèle. Ensuite, Ernst Gombrich nous parle de Cicéron. Cicéron, c'est un homme d'État romain. Et chez Cicéron, il n'y a pas le côté ce côté-là de Aristote, c'est-à-dire cette croissance qui est donc le moment primitif de l'art, comment on dit là, le point de maturation, qui est le point classique, qui est la forme juste, qui est l'utilisation de formes stables, et puis le déclin, qui serait des formes très élaborées. Voilà. Donc on aurait des formes primitives, grossières, puis au milieu des formes stables, et puis des formes trop élaborées, une trop grande virtuosité qui amènerait à du spectacle. C'est un peu comme ça qu'on peut décrire les trois stades. Eh bien, chez Cicéron, tout ça, ce sont des registres. Des registres pour s'exprimer. Il n'y en a pas un qui serait meilleur que les autres. Hein. Le stade primitif n'est pas meilleur parce qu'il est plus franc, par exemple. Le stade de la maturation, du sommet de maturation n'est pas meilleur que les autres parce que ça serait la forme juste. Et le stade de l'élaboration des formes trop élaborées ou des formes trop sucrées, ça ne serait pas un déclin, mais chacune de ces formes deviendrait un registre de discours. Et chacun de ces registres de discours, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais ils sont bons en tant qu'on les utilise en fonction d'un but. Voilà, seul le but compte. Vous utilisez le registre primitif parce que vous avez besoin du registre primitif pour exprimer quelque chose. Vous utilisez le registre classique parce que vous avez besoin du registre classique pour dire quelque chose de précis. Et vous utilisez un registre élaboré parce que vous avez besoin, par exemple, parce que vous vous adressez à un public qui a des goûts élaborés. Seul le but compte. Et ce but, qu'est-ce que c'est ? C'est un but de rhétorique, donc c'est convaincre, manier les émotions du public, capter l'attention. Voilà. Dans le même ordre d'idées, il y a Vitruve, et Vitruve parle d'une vision de l'histoire comme une succession de modes. Alors chez Vitruve, cette succession de modes ne sont pas des registres qui se valent tous, comme chez Cicéron, mais ça ressemble un peu, cette idée des registres de discours et des modes chez Vitruve. Ensuite, Ernst Gombrich va nous parler de Quintilien. Quintilien, c'est un rhéteur. Alors, depuis le début, j'ai parlé de rhétorique. Hein. La rhétorique, c'est donc l'art de convaincre. Et Cicéron, il parlait déjà un peu de rhétorique. Hein. Le but, utiliser des registres en fonction du but qui est de convaincre. Alors, chez Quintilien, il y a une difficulté. C'est que Quintilien recherche le juste milieu. Le juste milieu entre archaïsme
et modernisme. Modernisme, selon les idées des uns et des autres, on pourrait le faire comme ça. Voilà. Ils veulent le juste milieu entre archaïsme, les formes grossières, et modernisme, les formes élaborées. Mais chez Quintilien, ce juste milieu est impossible. On ne peut pas trouver le juste milieu. Auparavant, il y avait un juste milieu. Le juste milieu, c'était le moment de maturation. Puisqu'il y a une comparaison avec un organisme, on peut imaginer l'enfance, l'âge adulte, le déclin. L'âge adulte, c'est le classicisme. Le classicisme, c'est quoi? C'est justement la réussite de ce juste milieu. C'est-à-dire des formes stables, équilibrées. Alors, équilibré, ça veut dire vous faites une composition. Et dans votre composition, si vous mettez quelque chose d'un côté, vous allez l'équilibrer en mettant quelque chose de l'autre. Si vous mettez quelque chose en haut et d'un côté, vous allez l'équilibrer en mettant quelque chose de l'autre côté, en bas, en passant par un axe de symétrie centrale qui serait au milieu. Vous équilibrez absolument tout, comme le chiffre 5 sur un dé. Chaque point est équilibré par un autre. Voilà. C'est ça une composition équilibrée. Eh bien, cet équilibre-là, cet équilibre qui est l'équilibre du classicisme, chez Quintilien et en rhétorique, cet équilibre est impossible. Impossible. L'idéal se dérobe chez Quintilien. En chaque artiste, on ne trouve pas assez d'une chose ou trop d'une autre. Quintilien est dans un pluralisme prudent, conscient de l'inconstance du goût. L'inconstance du goût, ça veut dire que quelque chose qui auparavant avait l'air élaboré, plusieurs années plus tard ou plusieurs décennies plus tard, va paraître grossier. Quand les premiers téléviseurs sont apparus, ils ont étonné les gens. Et même quand les premiers cinémas sont apparus, le train qui arrive en gare de La Ciotat, les gens ont eu tellement peur qu'ils ont eu peur du train, ils sont partis en courant de la salle de cinéma. Quand les télés sont passées du noir et blanc à la couleur, tout le monde était étonné par ces couleurs. Et puis, plusieurs décennies plus tard, les télévisions couleurs n'étonnent plus personne et les films en couleur qui sont sortis à cette époque, eh bien, ils nous semblent désuets. Les films en noir et blanc qui sont sortis à l'époque des frères Lumière, comme le train qui arrive en gare de La Ciotat, eh bien aujourd'hui, ils nous semblent désuets. Ils nous semblent grossiers. Eh bien, c'est pareil dans toute l'histoire de l'art. Par exemple, moi, la première fois que j'ai découvert Giotto, le peintre du début du XIVe siècle, qui est une pré-Renaissance, eh bien, moi, je trouvais que c'était des images primitives, grossières. Mais c'est parce que je les comparais à des images que j'avais déjà vues, que je connais parce que je suis quelqu'un de ce siècle, comme les images de la Renaissance un peu plus tardive, celles du début du XVIe siècle, comme Léonard de Vinci ou Raphaël. Si on compare Giotto à ceux qui l'ont suivi, Giotto semble primitif. Mais si on compare Giotto à ceux qui l'ont précédé, eh bien Giotto, il fait des images très élaborées. Donc, chez Quintilien voit ça. Il voit qu'il y a une inconstance du goût. Il voit que quelque chose qui nous paraît élaboré peut devenir primitif. Voilà. Et donc, le juste milieu nous échappe. Pour cette raison, à cause de l'inconstance du goût,
et aussi parce que l'idéal est impossible. Donc, cet idéal impossible va se formuler comment? Eh bien, par exemple, si vous arrivez à obtenir de la beauté, dans une représentation, par exemple, si vous arrivez à obtenir de la beauté, eh bien, vous allez perdre la dignité. Votre image ou votre sculpture va perdre en dignité si elle gagne en beauté. Ou bien, si vous arrivez à obtenir la fidélité à la nature, votre image est fidèle à la nature, eh bien, vous allez perdre en beauté. Cette impossibilité d'atteindre le juste milieu, ça rappelle beaucoup les romantiques. Chez les romantiques également, l'idéal se dérobe. L'impossible. Précisément, les romantiques sont mélancoliques, sont accablés parce que l'idéal se dérobe. Alors que les néoclassiques qui les précédaient pensaient que l'idéal était possible à atteindre. Et les néoclassiques voulaient recopier les anciens, ce qu'ils appelaient les anciens, hein, c'est-à-dire la Grèce antique et l'Antiquité romaine, puisqu'ils ne différenciaient pas les deux, ils ne savaient pas encore différencier les deux, en tout cas au début. Donc, pour eux, le fait de recopier les anciens leur permettait d'accéder à ce juste milieu. Alors que pour Quintilien, ce juste milieu est impossible. Et donc, Quintilien, ça rappelle un peu les romantiques. Alors, Quintilien nous dit aussi que l'asianisme des uns fait l'atticisme des autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut dire que l'asianisme, c'est parce que le déclin était imputé à des forces étrangères qui changeaient les choses. C'était à cause de forces étrangères, d'influences étrangères que les formes déclinaient. En fait, c'est un trop. Ce qui fait que les formes déclinent, en fait, elles ne déclinent pas, mais les artistes ont de plus en plus de capacités, ils deviennent de plus en plus virtuoses, et donc les formes deviennent enflées. À l'époque, on pensait qu'elles devenaient efféminées, voilà, par opposition à celles qui étaient en début de croissance, qui semblaient plus grossières et donc primitives. L'asianisme des uns fait l'atticisme des autres. Qu'est-ce que veut dire Quintilien là-dedans? C'est que des formes qui semblent enflées et efféminées à une époque, eh bien, quand le temps va avancer, ces formes-là vont paraître plus grossières et plus primitives. Voilà. Par la suite, Ernst Gombrich va nous parler de Longin. Longin, c'est un philosophe et un rhéteur. Quelqu'un qui s'occupe de rhétorique, c'est-à-dire, encore une fois, des techniques permettant de convaincre quelqu'un. Et de quoi nous parle Longin? Il parle du registre de comme tout à l'heure on a parlé des registres chez Cicéron. Longin va nous parler d'un de ces registres de rhétorique, et le registre de Longin, c'est le sublime. Qu'est-ce que c'est le sublime? C'est quelque chose qui serait un peu comme l'authenticité. Mais attention, c'est un registre dangereux, c'est un registre difficile, parce que dans la recherche d'authenticité, un seul petit faux pas, et c'est la froideur, la grandiloquence, le ridicule. On voit encore cette recherche d'équilibre qui est toujours un peu là. On parle d'un faux pas. Donc s'il y a un faux pas, ça veut dire qu'on est sur
sur une lisière, comme un funambule sur sa corde, qui essaye de tenir en équilibre. Il y a toujours cette recherche d'équilibre. Mais cette fois-ci, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est l'authenticité. Donc, la peur, c'est de paraître faux. Et dans la fausseté, il y a une trop grande froideur. Ça serait de tomber dans une trop grande froideur, une trop grande grandiloquence, un trop grand ridicule. Pour Longin, l'éloquence n'est pas une technique, mais une expression. Et une expression ne peut être feinte, elle doit être authentique. Bon, moi personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser aux expressionnistes. Je pense aux expressionnistes, je pense à l'art brut, je pense à l'art des enfants, je pense à l'idée que au XXe siècle, il y a tout un tas d'artistes qui devaient mettre en accord leur démarche et leurs convictions et leur mode de vie. Je pense un peu à tout ça dans l'authenticité. Et donc, il y a des résonances entre chacun de ces rhétoriciens et un peu ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'art et dans toute l'histoire du monde par la suite. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on retrouve dans l'Antiquité grecque des idées qui vont être parsemées dans toute l'histoire de l'art après. Par exemple, l'expressionnisme, c'est plutôt du début du XXe siècle. La recherche du juste milieu et le juste milieu qui devient impossible, on pense un peu à la période de l'histoire de l'art du néoclassicisme, du XVIIIe siècle, et puis le passage au romantisme. Dans chacun de ces rhétoriciens, il y a des idées qu'on voit dans toute l'histoire de l'art après ça. Ensuite, Ernst Gombrich nous parle de Pétrone. Pétrone, c'est un écrivain romain. C'est l'auteur du Satyricon. Alors, pour Pétrone, la corruption, c'est quand il y a des choses qui s'abîment. Un fruit qui pourrit, c'est de la corruption. La corruption est responsable de la mort de l'éloquence. Et cette corruption, pour lui, elle vient de l'étranger. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est déjà quelque chose qui était dit dans le chapitre. L'une des raisons du déclin, l'une des raisons des formes qui deviennent trop élaborées, trop spectaculaires, eh bien, il y a eu souvent des gens pour dire que ça venait de l'étranger, et notamment de ce qui était appelé à l'époque l'Orient, l'Asie. C'est l'idée qu'une nouveauté quelconque, et pour Pétrone, généralement, ces nouveautés viennent de l'étranger, eh bien, ces nouveautés, elles s'opposent au travail honnête et méticuleux. Il est proche de la charge de Vitruve. Vitruve qui critiquait les grotesques. Donc les grotesques, c'est des formes en histoire de l'art. Et Vitruve critiquait le fait que ces grotesques ont supplanté les fresques de fausses perspectives architecturales. Pour Pétrone, toutes ces nouveautés rendent le travail respectable ennuyeux. Donc, ces nouveautés, Pétrone les déteste parce qu'elles rendent le travail respectable ennuyeux. Alors c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La télévision couleur a rendu la télévision noir et blanc ennuyeuse. Le cinéma parlant a rendu le cinéma muet ennuyeux ou désuet. Le cinéma muet a rendu le livre ou la radio un peu plus désuète, ou même si elles se sont repositionnées, elles ont réussi à survivre. Vous pouvez très bien imaginer que les plus vieux films,
les plus vieux films ont une facture assez désuète, ils sont plus lents, les effets spéciaux marchent peut-être un peu moins bien, alors que les films plus récents, ils sont plus rapides. Et donc, ces films plus récents, une fois qu'ils sont sortis, eh bien, ils transforment notre regard et on a l'impression que les films plus anciens ont l'air plus ennuyeux. Et si on continue là-dessus, je reprends mon exemple avec Giotto, hein, Léonard de Vinci, Raphaël et Léonard de Vinci, Raphaël, Donatello et Michel-Ange, eh bien, ils ont rendu Giotto désuet. Voilà. Qui lui-même a rendu les manuscrits médiévaux désuets et ennuyeux. Voilà. Donc Pétrone, ça, il n'aime pas. Pour lui, toutes ces nouveautés rendent le travail respectable ennuyeux. Voilà. Pour Pétrone, toute nouveauté est perçue comme illogique et absurde. Ce sont des effets faciles qui rendent l'ancien ennuyeux. Pour lui, il y a une opposition. Et cette opposition, c'est une opposition entre la finesse et l'application qui viennent du passé, et les effets faciles et le prestige par l'argent. Il oppose en fait le travail qui viendrait du passé, l'honnêteté qui viendrait du passé, et pour lui, la nouveauté, eh bien, ça serait des effets faciles. Qu'est-ce que c'est des effets faciles? C'est quand vous faites quelque chose qui ne demande pas beaucoup de travail, mais qui produit un effet, quand même. Et j'imagine que cet effet, c'est plutôt un spectacle. C'est quelque chose qui doit divertir. Voilà. Donc si on essaye un peu de broder autour de ce qu'on imagine que Pétrone pense. Donc Pétrone, il est dans une idée de décadence. Hein. Pour lui, cette décadence est liée à une perte de sens moral. Et cette perte de sens moral, eh bien, on pense à nouveau à Platon. Hein. Tout ça ne vient pas de nulle part. Je rappelle, hein, au début, on a dit que Platon était préoccupé. Et il était préoccupé par quoi? Par l'effet moral des arts. Voilà. Donc, Pétrone, j'imagine que ça vous évoque des choses. Hein. La dégénérescence de l'art dégénéré, la critique de l'art comme étant dégénéré, on sait au XXe siècle ce que ça a donné. Voilà. Mais Pétrone, c'est un Romain, donc ça vient pas de nulle part. Toutes les idées qui sont venues après les Grecs et les Romains, eh bien, elles viennent un peu des Grecs et des Romains. Là. Et moi, personnellement, c'est pour ça que ce chapitre-là m'a passionné. C'est parce que je voyais dans chacune de ces visions, de chacune de ces descriptions de techniques rhétoriques, pour expliquer des goûts en art, eh bien, je voyais des choses qui ont été développées par la suite, qui ont été redéveloppées d'autres manières par la suite, comme l'expressionnisme, l'art brut, là ici, la vision de l'art qu'a donné les nazis avec Pétrone, le romantisme avec Quintilien, et puis même dans l'esthétique, hein, dans la philosophie esthétique, les idées de Platon, ça revient après. Voilà. C'est pour ça que ce chapitre est vraiment passionnant. Mais là, on quitte l'Antiquité grecque et romaine, et Ernst Gombrich va nous parler d'autre chose. Il va nous parler de Alois Riegel. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Hein. Alois Riegel, c'est un historien de l'art autrichien de 1858-1905. Donc on est à la fin du 19e siècle.
Et Alois Regel, c'est lui qui va mettre fin à ces idées de croissance et de déclin. Pour lui, ce sont des jugements de valeur, et l'historien de l'art doit être objectif, et il doit laisser les jugements de valeur de côté. Ensuite, vous qui regardez les œuvres ou qui vous intéressez à l'histoire de l'art, vous pouvez avoir ces jugements de valeur. Vous pouvez penser que l'art plus récent est meilleur que l'art plus ancien, ou alors penser que l'art plus ancien est meilleur que l'art plus récent. Mais Alois Regel pense que l'historien, lui, il doit être objectif. Il doit décrire les changements, et il doit décrire ces changements ni en tant que croissance, ni en tant que déclin. Mais il doit les décrire en tant que modification de l'intention. Il s'agit de comprendre les intentions qui ont présidé à ces changements. Voilà. Alors, j'en ai fini. Je peux encore parler éventuellement de Burckhardt. Burckhardt parle du principe de rivalité, et selon Burckhardt, tout art travaille sur ce principe de rivalité, mais c'est une rivalité sur un paradigme différent à chaque fois. Voilà. Chez les Grecs, c'est un principe de rivalité, c'est-à-dire que les artistes rivalisent entre eux, mais sur le paradigme de la mimésis. C'est qui sera meilleur dans la mimésis, c'est-à-dire le fait de recopier la nature. Chez les Romains, le principe de rivalité, ça va être de faire le plus possible l'étalage de sa richesse. Voilà. Et au Moyen-Âge, c'est la hauteur des lieux de culte, le nombre de reliques et d'images saintes. Bon, on en pense ce qu'on veut de ce principe de rivalité, mais c'est intéressant quand même parce que si on l'extrait de son contexte, si on essaye de le penser dans d'autres concepts, dans d'autres contextes et dans d'autres parties de l'histoire, ça peut être parlant. Ça peut être parlant, même au XXe siècle, à la modernité, dans la postmodernité, et même aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a toujours un principe de rivalité, mais que ce principe de rivalité a changé de paradigme. Et on peut aussi imaginer que des artistes essayent de trouver un système qui les fasse sortir de ce principe de rivalité. Voilà, donc j'en ai fini. Donc je le répète, ce chapitre m'a plu. Il m'a plu parce que il résume des pensées de... Alors d'abord, ce qui m'a plu, c'était qu'il y avait une analogie entre la rhétorique, l'art de convaincre, et les arts plastiques. Et ça, j'ai trouvé ça très stimulant, le fait de mettre les deux ensemble, d'imaginer qu'une image, ça peut être comme un discours rhétorique, c'est fait pour convaincre, c'est fait pour porter un discours. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, ça m'a plu aussi parce que y avait des résonances avec tout le reste de l'histoire. Tout le reste de l'histoire. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai lu un autre livre sur le baroque d'un historien de l'art. Alors, comment il s'appelle déjà cet historien de l'art je me souviens plus. Un historien de l'art qui a été maire de Rome et qui lui aussi a développé à propos du baroque cette analogie entre la rhétorique et les arts plastiques. Il parle Giulio Carlo Argan. Voilà, il s'appelle Giulio Carlo Argan et il met en parallèle parce que en fait pendant le baroque, qu'est-ce qui s'est passé pendant le baroque? Vous avez eu pendant le baroque une diversité dans la vision.
Ça, c'est un chapitre de l'histoire de l'art de Gombrich, la période baroque. Le chapitre s'intitule « La diversité dans la vision ». Parce qu'il n'y a plus une seule manière de représenter, parce qu'il faut chercher à convaincre plusieurs parties de la population, puisqu'il n'y a plus qu'une seule religion. Il y a la réforme protestante, et donc il faut ramener dans l'Église des gens qui n'y sont plus. Et comme il faut ramener dans l'Église des gens qui n'y sont plus, on n'est plus dans une zone de confort, si vous voulez. Il va falloir prendre en compte la cible à laquelle on va avoir besoin de parler. Et donc, on va avoir des peintures réalistes, comme Caravage, pour parler aux classes populaires. On va avoir des peintures plus aristocrates. On va avoir des peintures plus sèches pour parler aux sensibilités plus ascétiques. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on va avoir du néoclassique, de la débauche de faste et de vivant et de vie. On va avoir du réalisme et on va avoir plusieurs registres rhétoriques. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu après. Et donc, je ne sais pas si Ernst Gombrich s'est inspiré de ce livre pour traiter des registres rhétoriques dans l'Antiquité grecque et romaine, mais c'était tout aussi passionnant. Et ça montre aussi que toutes ces choses qui ont été écrites dans l'Antiquité grecque et romaine ont eu des résonances dans toute l'histoire. Sur le reste du livre, la préférence pour le primitif, il y a beaucoup d'idées intéressantes, et il y a peut-être des chapitres dont je parlerai à nouveau une autre fois. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon développement de votre perception sensible en allant dans des musées.